Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de rentrée en collaboration de l'Institut Jacques Delors avec Wati. Regard croisé Afrique et Europe, les enjeux démocratiques sur les deux continents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Astou Ndiaye, enseignante-chercheuse et maîtresse de conférences au département de sciences politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Guillaume Arditi, chercheur associé UE-Afrique à l'Institut Jacques Delors, Gilles Yaby, fondateur de Wati, et Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors. Avant de commencer le webinaire, je veux vous rappeler que vous avez l'outil questions-réponses en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions que je relayerai en fin de webinaire à nos intervenants. Donc, pour commencer ce webinaire, qu'est-ce que la démocratie et quel bilan peut-on avoir des enjeux de la dernière séquence électorale tant en Afrique qu'en Union européenne? Pour commencer, Sylvie, quel enjeu pouvez-vous prendre sur les dernières élections européennes qui ont lieu le 9 juin dernier? Merci beaucoup Lara et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de ce premier séminaire puisque pour moi c'est non seulement le premier de l'année mais aussi le premier depuis que j'ai pris ce poste à l'Institut Jacques Delors. Donc je suis très contente. Alors je voulais peut-être pour pas être trop longue et expliquer ce qui s'est passé lors des dernières élections européennes et un petit peu au-delà puisqu'il y a eu des élections également ailleurs, en France et en Allemagne en l'occurrence. Je voulais peut-être faire un petit rappel d'abord du contexte dans lequel se déroulaient ces élections, parce que ça répond aussi à notre sujet sur la démocratie, et puis ensuite faire un point de ce que nous disent ces élections. Et je regarde ma montre pour ne pas prendre trop de temps. Alors, concernant le contexte, il faut bien voir que en Europe, depuis plusieurs années, nous sommes face à une forte montée de ce qu'on appelle les populismes, mais qu'il est plus exact d'appeler les partis eurosceptiques d'extrême droite. Petit rappel, hein, il y a quelques années, on avait même eu Steve Bannon qui était venu en Europe pour essayer de fédérer tous ces partis d'extrême droite en Europe et justement pour essayer de déconstruire l'Union européenne. Donc chaque élection s'inscrit dans ce contexte aujourd'hui en Europe et c'est extrêmement important parce que il y a vraiment aussi dans toutes ces élections européennes, il y a quasiment un enjeu de survie ou de poursuite en tout cas du projet européen. Donc, à côté de ces montées des populismes, on a aussi un très fort morcellement de la vie politique. Et ça, c'est ce qu'on voit et qu'on vit au quotidien en France depuis quelques semaines, mais il n'y a pas qu'en France. On a la même chose dans à peu près tous les pays européens. Morcellement de la vie politique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans nos démocraties européennes, la gouvernance est de plus en plus compliquée parce que il faut des coalitions de plus en plus larges pour obtenir une majorité. Et donc, ça rend l'activité politique et l'activité démocratique extrêmement difficile, avec des réformes qui sont compliquées, une rue et des mouvements sociaux qui se multiplient parce ils sont en colère que les choses ne bougent pas et en même temps, les choses peuvent difficilement bouger tellement les élections tranchent assez peu, en fait, le paysage politique et donnent assez peu de majorité à qui que ce soit. Le Parlement européen, quant à lui, et ce sera mon dernier point de contexte, il a réussi à rester relativement modéré sur les 5 dernières années, entre 2019, date des dernières élections, et 2024, pour une raison assez simple, hein, c'est que les partis centristes, les partis modérés, avaient réalisé un très bon score en 2019, et déjà à l'époque, à la surprise générale, avec, si on prend les 4 partis que l'on considère comme modérés, donc le Parti populaire européen qui est la droite modérée, le Parti social-démocrate, qui est la gauche modérée, enfin la gauche, le Parti socialiste, le parti centriste Renaissance ou Renew et les Verts, ils avaient obtenu 518 sièges avant la sortie des Britanniques de l'Union européenne, ce qui leur faisait à peu près 68% des voix. Et si on enlève les Verts, parce que finalement les Verts ont joué leur propre partition sur les 5 dernières années, on était quasiment à 60% des voix. Donc on voit c'est
les trois partis du centre de gauche et de droite modérée, donc les partis pro-européens, étaient relativement bien représentés. Ils ont pu mener, et les institutions européennes ont pu mener sur les 5 dernières années une politique relativement volontariste, progressiste, avec le pacte vert et la lutte, la marche vers la neutralité carbone, avec le lancement de stratégies nouvelles comme la stratégie de sécurité économique, la refonte de la politique commerciale de l'Union européenne, tout un ensemble de dossiers qui ont permis de faire bouger les lignes, d'avancer et en même temps de répondre à un certain nombre de crises, dont pour les Européens, la guerre en Ukraine, bien évidemment. Alors on attendait, et les sondages prédisaient une très forte montée des partis d'extrême droite dans ces élections, en sachant qu'en Europe, l'extrême droite n'est pas toute anti-européenne. Le parti de Mélanie, et en partie et le ECR, hein, ce qu'on appelle ECR, les réformistes sont plutôt pro-européens, là où l'autre partie de l'extrême droite, aujourd'hui deux autres partis, sont anti-européens. Donc on voit déjà hein, cette division de l'extrême droite. À l'arrivée, les élections ont été une, plutôt une bonne surprise dans ce contexte que je viens de vous décrire, au sens où même si le Parti populaire européen, donc la droite modérée, plus les sociodémocrates à gauche, n'ont pas à eux deux obtenu la majorité des voix, ils ont à peu près 45%. En s'associant au Parti Renaissance et au Parti Vert, ils comptabilisent à peu près 63% des députés, ce qui donne quand même une avance confortable et en tout cas ce qui ne donne pas forcément un pouvoir d'arbitrage aux partis d'extrême droite ou pas sur tous les sujets. Les eurosceptiques, eux, se trouvent plus divisés que jamais puisqu'ils se présentent aujourd'hui avec trois groupes au Parlement européen et que le parti créé par Orban et Madame Le Pen, la française Marine Le Pen, et Jordan Bardella, puisque c'est lui qui a été élu au Parlement européen, les patriotes pour l'Europe se constituent comme la troisième force derrière les sociodémocrates et le Parti populaire. Donc on a quand même une extrême droite divisée, une extrême droite moins forte qu'on aurait pu l'attendre, mais qui s'est renforcée malgré tout et avec un parti anti-européen qui devient la troisième force de ce Parlement. Donc ça c'est pour les élections. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit que, au fond, et ça a été très clair, et j'y reviendrai peut-être par la suite, je pense qu'on parlera du fond, c'est que, au fond, les institutions européennes vont probablement pouvoir continuer la politique volontariste qu'elles avaient, qu'elles ont eue les 5 précédentes années, c'est-à-dire on n'a rien n'empêche, hein, après ça dépendra aussi de rapports de force différents, mais rien n'empêche aujourd'hui à l'Union européenne de fonctionner. Simplement, et ce sera peut-être le bémol, et je m'arrêterai peut-être là-dessus, c'est que ce qu'on a vu aussi, la situation qui paraît mieux que prévu sortie des urnes au niveau agrégé européen, eh bien, elle est plus discutable et plus inquiétante au niveau des pays, puisque parmi les pays fondateurs de l'Union européenne, on a 5 pays sur 6 pays fondateurs pour lesquels les forces d'extrême droite sont arrivées en première, c'est le cas de la France, de l'Italie et de la Belgique sont arrivées en première position, ou en deuxième position, c'est le cas de l'Allemagne. Donc on a des pays fondateurs qui se trouvent aujourd'hui relativement affaiblis, et la France et l'Allemagne en sont véritablement les exemples précis. On a grosso modo, hein, je m'arrêterai là-dessus, 5 pays aujourd'hui qui ont mis en tête aux élections européennes la droite radicale, 13 pays qui ont mis la droite conservatrice. Donc on se retrouve dans une situation très paradoxale où on a un parti populaire qui a plutôt gouverné au centre, voire centre-gauche, les 5 précédentes années, qui devrait se positionner à peu près de la même manière sur les 5 années qui viennent, avec en parallèle des États et une majorité d'États qui sont beaucoup plus conservateurs que ça. Merci beaucoup, Madame Matelli. Je me tourne maintenant vers Monsieur Yabi. Quelles sont les perceptions en Afrique, notamment auprès des citoyens, des derniers résultats?
Bonjour à toutes et à tous. Merci Sylvie Matelli, merci à l'Institut Jacques Delors pour le partenariat avec Wati. Je suis très heureux de vous retrouver et très heureux aussi de renouer justement ce partenariat qu'on a engagé sous Sébastien Maillard, que je salue fraternellement, qui est toujours à l'Institut Delors. Et je crois que ces échanges sont extrêmement importants aujourd'hui dans un monde qui est particulièrement polarisé, divisé, fragmenté, avec des bouleversements extrêmement difficiles à décrypter, et que ces regards croisés entre l'Europe et l'Afrique servent cet objectif de dialogue. Et je pense qu'il est important, évidemment, d'avoir ce dialogue à travers tous les continents sur des questions qui sont globales, mais aussi sur des trajectoires différentes entre les différents continents. Je voudrais peut-être dire aussi en introduction qu'on n'aurait peut-être pas pu choisir une meilleure date ou un meilleur moment pour cette discussion. On l'a choisi depuis quelques mois, mais je pense qu'on ne s'imaginait pas que ce serait le jour où la fumée blanche sortirait de l'Élysée, notamment en France, puisqu'il semble qu'un Premier ministre a été enfin proposé pour former le gouvernement en France, plusieurs semaines après des élections, et une séquence, je pense, qui a été assez animée et imprévisible en France, une séquence électorale. Et quelques jours après des élections régionales en Allemagne, en Thuringe et en Saxe notamment, avec là aussi une poussée notamment du parti d'extrême droite, l'AfD, en Allemagne. Et je dois dire, côté africain, c'est aussi aujourd'hui la commémoration, je dirais, d'un troisième anniversaire d'un des coups d'État survenus dans la région, en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Le coup d'État en Guinée, ça fait 3 ans pile, jour pour jour. Disons que le président Alpha Condé a été renversé par le colonel Doumbouya, qui aujourd'hui devenu général Doumbouya et qui est toujours à la tête du pays. Et je crois que justement, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée est aussi l'illustration des impasses qui souvent, très souvent, peut-être pas toujours, mais très souvent, suivent l'excitation lorsqu'on a un changement politique, notamment une rupture de la démocratie par un coup d'État, mais une rupture qui se fait aussi sur justement le constat que ce qui est souvent présenté comme étant une démocratie ne l'est pas toujours dans les faits. Et en Guinée, effectivement, l'ancien président Alpha Condé, civil élu, a sans doute créé les conditions pour le retour des militaires au pouvoir dans un pays qui a connu quasiment depuis 6 décennies, voire davantage, essentiellement des pouvoirs autoritaires. Alors, je vais essayer de ne pas être, de pas être plus long que Sylvie. Je vais essayer d'être aussi concis que Sylvie et précis également sur la discussion qui nous réunit aujourd'hui sur les tendances démocratiques. Avant de faire à la fin un commentaire sur l'Europe et le point commun peut-être que je trouve entre ces tendances politiques entre l'Europe et l'Afrique, je vais essentiellement dire quelques mots de la perception aujourd'hui de la démocratie, puisque c'est aussi le sujet, par les citoyens africains. En m'appuyant sur le travail que je trouve très précieux d'un institut qui s'appelle Afrobaromètre, qui fait des enquêtes d'opinion dans plusieurs pays africains et qui le fait dans la durée, avec réellement une possibilité de voir justement l'évolution des tendances et de voir également des tendances à la fois africaines, mais aussi des différences marquées entre les pays. Alors, la dernière étude Afrobaromètre, justement, fait un peu le point sur ces tendances sur la durée. Et le premier constat important, c'est qu'on a encore un soutien massif, je dirais, à la démocratie comme étant le meilleur système de gouvernement, puisqu'à peu près 2 tiers des Africains, hein, à travers 39 pays, considèrent donc que la démocratie est le meilleur système par rapport à tous les autres toutes les autres options de système de gouvernement. Donc, on est à 66%. On a encore une majorité encore plus forte qui rejette la dictature à 80%, le régime de parti unique à 78%, le régime militaire 66%. Donc, de rejet de ces options. Cependant, à travers les 30 pays qui ont été régulièrement sondés au cours de la dernière décennie, le soutien de la démocratie ou le soutien à la démocratie a régressé de 7 points de pourcentage, ce qui est sensible en moyenne. Mais lorsqu'on regarde au niveau des pays, on voit par exemple une chute de 29 points
le pourcentage en Afrique du Sud de soutien à la démocratie comme meilleur système de gouvernement, une chute de 23 points de pourcentage au Mali, hein, qui, comme vous le savez, a aussi connu un coup d'État, voire deux coups d'État ces dernières années. On constate aussi que l'opposition au régime militaire, c'est-à-dire si on demande aux gens est-ce qu'ils sont opposés, disons, à toute prise de pouvoir par des militaires, je dirais, quelle que soit la situation, cette opposition au régime militaire s'est affaiblie de 11 points à travers les 30 pays. Et là aussi, constat très fort au Mali, au Burkina Faso, où on a des régimes militaires en ce moment. On a une opposition au régime militaire, disons, qui s'est affaiblie de 40 points et de 37 points respectivement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui estiment que le régime militaire, ou en tout cas la prise du pouvoir par les militaires, est tout à fait acceptable et pourrait même être, disons, offrir une meilleure option qu'un régime démocratique. Euh, Ce soutien à la démocratie, il est très fort dans un pays comme la Zambie, où il y a eu des trous politiques, mais une forme de restauration démocratique ces dernières années. On est à 87% de soutien à la démocratie. Et comme je le disais, il est plutôt très faible aujourd'hui au Mali. On est à 39% de soutien à la démocratie comme meilleur système de gouvernement. Et donc, la préférence pour la démocratie est désormais une option minoritaire dans 5 pays africains, le Mali, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique et le Lesotho. Ce qui est intéressant aussi et plutôt inquiétant, c'est qu'on ait un effondrement dans des pays qui sont considérés comme étant un peu les meilleurs exemples de démocratie sur la longue durée en Afrique. Puisqu'un pays comme le Botswana notamment et l'Afrique du Sud, ces deux pays d'Afrique australe sont vraiment parmi les meilleurs en termes d'indicateurs de la démocratie. Évidemment, je rappelle que la démocratie ne se limite pas à l'organisation des élections. Lorsqu'on considère tous les indicateurs d'état de droit également, ben, ces pays ont toujours été très bien classés et aujourd'hui, on a quasiment un effondrement du soutien à la démocratie dans ces deux pays d'Afrique australe, que sont l'Afrique du Sud et le Botswana. Un autre élément qui est important, c'est évidemment d'évaluer la satisfaction à l'égard de la démocratie dans le monde et dans le monde et en Afrique, parce qu'au fond, lorsqu'on pose la question de savoir est-ce que vous soutenez la démocratie comme meilleur système de gouvernement, les citoyens se basent sur ce qu'ils observent dans leur pays qui est présenté comme étant démocratique, mais qui ne l'est pas nécessairement lorsqu'on regarde les pratiques. Donc, effectivement, on voit dans les résultats d'Afrobaromètre que c'est l'appréciation même de la fait que leur pays soit une démocratie, c'est cette appréciation qui baisse tendanciellement. Et lorsqu'on mesure la qualité des élections, lorsqu'on mesure l'évolution du point de vue des libertés, de l'état de droit, on voit partout, en moyenne, une dégradation de ces indicateurs. Donc, une dégradation de la qualité, je dirais, et peut-être même de l'effectivité de la démocratie. Et c'est quelque chose qu'il faut évidemment avoir en tête lorsqu'on essaie d'apprécier la manière dont les citoyens voient la démocratie comme système. Euh, pour conclure à ce stade, je voudrais peut-être juste faire une observation en termes de ce qui me semble être au cœur de ce qu'on observe sur le continent et peut-être aussi en Europe, c'est une crise de confiance. Une crise de confiance entre les citoyens, je dirais les gouvernés et les gouvernants. Et je crois que cette crise de confiance, elle se traduit peut-être pour l'instant en Europe essentiellement comme une crise de confiance à l'égard des acteurs politiques traditionnels. Euh, on n'a pas un rejet du modèle lui-même, on n'est pas un rejet des fondements de la démocratie, mais on a un rejet des acteurs politiques, des partis politiques traditionnels, et cela peut expliquer effectivement la montée, je dirais, en puissance des partis et des acteurs politiques d'extrême droite, ayant un discours qu'on dit souvent décomplexé, qui dans beaucoup de cas en réalité est un discours, par exemple, plutôt raciste. Mais effectivement, qui répond aussi à un ensemble de frustrations économiques et sociales au niveau des populations dans les pays européens. Euh, je crois qu'en Afrique, on est d'abord, évidemment, la construction démocratique elle-même, elle se fait sur un temps plus court et elle se fait dans des États qui ont connu la colonisation. La décolonisation est très récente, hein, c'est quelques décennies dans l'histoire de la construction d'États-nations. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une remise en cause pas simplement des acteurs politiques dans beaucoup de pays africains, on a un début de remise en cause du modèle lui-même. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus inquiétant. Et de mon point de vue, ça justifie de revenir à l'essence de la démocratie, à expliquer et accepter qu'il y a un débat sur
au fond, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quel type de société on veut construire. Avant de parler d'élection, parler de la substance, de ce qu'on entend par démocratie dans ses fondements et d'être sûr que tout le monde adhère à cette idée d'avoir un lien entre les gouvernants et les gouvernés. Et ma dernière remarque, donc, c'est de dire qu'au fond, peut-être qu'en Europe aussi, si les acteurs politiques non traditionnels qui commencent à exercer le pouvoir montrent leurs limites, leur incapacité peut-être à répondre aux défis économiques et sociaux et leur capacité à reproduire les mêmes pratiques politiques que les acteurs qui sont perçus comme étant corrompus ou incapables, on risque peut-être d'avoir aussi petit à petit une remise en cause du modèle lui-même dans ses bases fondamentales. Et je crois que ce que nous apporte aussi ces regards, c'est de voir qu'en réalité, les modèles politiques ne sont jamais stabilisés et que aujourd'hui, les coups d'État militaires semblent impossibles à imaginer dans certaines parties du monde et notamment dans des démocraties consolidées comme en Europe. Mais je crois que, à nouveau, on ne peut rien exclure historiquement et que l'appétence, le soutien peut-être à des formes plus autoritaires de pouvoir, à des États, disons, plus forts dans leur capacité aussi à défendre les intérêts des populations, y compris les intérêts sécuritaires, dans un moment de crainte aussi hein, pour la sécurité en Europe. Tout cela pourrait tout à fait pousser de plus en plus une partie des populations européennes à accepter aussi des régimes de plus en plus autoritaires et pourquoi pas, à un moment donné, la possibilité que des pouvoirs militaires ou très appuyés sur des militaires puissent aussi faire leur retour sur la scène. Je vais m'arrêter là et je pense qu'on pourra discuter aussi de tout ce que cela pourrait dessiner pour les deux continents dans leurs relations au cours des prochaines années. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Yabi. J'aurais une question maintenant pour Astou Ndiaye. Comment est-ce que ces questions justement démocratiques impactent la relation UE-Afrique au sens général? Alors malheureusement, on ne vous entend pas. Non, malheureusement, le son ne semble pas fonctionner. Euh, je vais peut-être me tourner vers Monsieur Arditi en attendant que le problème technique se résout. Monsieur Arditi, donc ces questions démocratiques ont un impact important sur la relation EU-Afrique, notamment peut-être sur les crises successives. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, merci, merci encore pour votre invitation. Moi, ce que je voudrais mettre peut-être en exergue, c'est les conséquences qu'ont soit la succession des crises économiques qui a touché l'Union européenne sur l'évolution démocratique et en ricochet sur la relation avec le continent africain qu'elle pourrait participer à remodeler. Je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière sur ces dernières années. L'Union européenne a fait face à un certain nombre de tensions, de crises profondes. Ça a commencé avec la crise du Covid, ensuite la guerre en Ukraine, et ça a mis à jour un certain nombre de vulnérabilités, et des vulnérabilités qui ont une conséquence et des effets sur la souveraineté de l'Union européenne. Alors, je m'explique. Évidemment, la première qui vient à l'esprit, c'est la problématique énergétique. Ça, c'est le premier point. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a mis à jour ce qu'on savait déjà, hein, c'est-à-dire la dépendance au gaz russe. Et même si cette dépendance-là a diminué depuis 2 ans, on est passé de 40% de l'approvisionnement de l'Union européenne à 15% en provenance de Russie. Ça reste significatif. D'autant plus que il y a eu un effet de substitution, c'est-à-dire que le gaz qui ne vient plus de Russie vient principalement des États-Unis, à un moment où la pénurie de gaz a évidemment provoqué une hausse très forte des prix. D'accord? Donc déjà, ce premier aspect, on se retrouve avec l'Union européenne qui reste quand même dépendante à des approvisionnements extérieurs, qui reste dépendante à des hausses de prix dans la mesure où il y a eu un shortage sur le marché. Et
un point dont il faut se rappeler, c'est que finalement, cette substitution a été possible parce que les États-Unis sont devenus un des premiers, enfin, si ce n'est le premier producteur de pétrole et de gaz ces dernières années, grâce au développement des pétroles et gaz de schiste. Donc ça, c'est aussi un petit peu à garder à l'esprit au moment où on parle des transitions énergétiques. Le deuxième aspect, c'est justement la transition énergétique. Aujourd'hui, toutes les composantes qui rentrent dans la composition des batteries électriques, des batteries pour les véhicules, des composantes pour les éoliennes, pour les fermes solaires, tous ces métaux critiques sont raffinés très largement en Chine et il y a une production qui est quasiment inexistante en Europe. Donc, d'une part, un premier point, une dépendance énergétique. Un deuxième point, une dépendance vis-à-vis de la transition énergétique et ses chaînes de valeur. Et ça amène d'ailleurs le troisième point, c'est la vulnérabilité vis-à-vis des chaînes de valeur qui ont été relocalisées en Chine ces dernières décennies. Et donc, aujourd'hui, on est dans un contexte à la fois où l'Union européenne a besoin de réindustrialiser son économie, avec évidemment des différences entre les différents pays membres, mais en tendance de fond, il y a une nécessité de réindustrialisation et une nécessité de repositionnement des chaînes de valeur. Ces trois éléments-là, il y en a d'autres, mais je dirais que c'est quand même trois tendances profondes qui ont été mis en exergue par les crises de ces dernières années. Ces trois éléments-là présentent des problématiques sur la souveraineté européenne et donc, quand on parle de souveraineté, également sur le renforcement et puis la solidité des démocraties. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on est dans une réflexion avec un monde ouvert, moi, il me semble qu'il y a souvent une réflexion qui est pas qui vis-à-vis de l'Afrique, qui relève toujours plutôt de l'aide au développement ou alors de l'opportunité, l'opportunité de croissance. L'opportunité, c'est toujours une option qu'on peut se permettre de saisir ou pas. On parle souvent de nouveaux logiciels à mettre en place pour renouveler les relations. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, peut-être que ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est le bon sens. C'est-à-dire que sur ces trois éléments-là, on se retrouve avec, sur le continent, des partenaires potentiels qui peuvent permettre d'adresser toutes ces problématiques. Alors, sur la partie énergétique, on parlait évidemment du gaz. Il y a des développements actuellement Sénégal, Mauritanie, il y a des développements au Mozambique, il y a des très gros potentiels qui se développent en Namibie également. Sur la partie transition climatique, sur la partie de transition, on est en train de parler de les métaux critiques qui se trouvent pour une très grande part dans plusieurs pays d'Afrique, en particulier en Afrique australe. Le développement de l'hydrogène, par exemple, le Maroc, la Namibie présentent aussi des très gros potentiels. Donc ça, c'est le deuxième axe, et qui amène naturellement sur la notion de chaîne de valeur. Il y a un moment où les chaînes de valeur ne pourront pas être totalement retransférées en Europe pour des problématiques de coûts évidents. En revanche, bon nombre de chaînes de valeur pourraient être localisées dans un certain nombre de pays africains, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, par exemple en Éthiopie, dans le textile, sur des chaînes d'assemblage automobile. Et puis, ça va jusqu'à, évidemment, la tech avec tout ce qui est développement du digital. Et donc là, on se retrouverait aussi dans une situation qui serait typiquement celle du bon sens, où on arriverait à la fois à diminuer la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, et en même temps de créer des pôles d'emploi dans de nombreux pays, à un moment où les problématiques, évidemment, de développement local sont de plus en plus prégnantes et occupent l'esprit de plus en plus de pays européens. Merci beaucoup, Monsieur Arditi. Alors, Madame Assoundiaï, je vais vous demander. Oui, vous Alors, m'entendez maintenant? oui, on vous entend, mais il y a un peu un écho. Maintenant, je pense que c'est mieux. Donc, je disais, comme on vient de le voir avec
l'explication de M. Arditi, on vit quand même dans un monde de plus en plus instable. Donc, comment renforcer le lien UE-Afrique dans tout ce contexte démocratique compliqué à certains endroits? Je pense qu'on pourrait d'abord bonjour et merci pour cette invitation. Mais je pense qu'on pourrait partir en fait sur l'État de façon générale, c'est-à-dire l'État non pas en tant qu'essence, mais en tant qu'événement un peu partout dans le monde qui surgit à des moments différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, en empruntant une approche plutôt historique, politique, euh, on verra en fait l'État de façon générale évoluer différemment, mais à des temps aussi différents un peu partout dans le monde. Si on fait focus sur l'Afrique et sur l'Europe, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en pleine crise de l'état de droit, avec notamment une crise de la démocratie, avec tout ce que Gilles a pu citer s'agissant de l'Afrique. Mais pas que, pour l'Europe aussi, et la montée du nationalisme et puis d'un certain populisme que Madame Batelli aussi a mis en avant. Ce qui se passe, en fait, c'est que avant qu'on arrive aux impacts, cet affaiblissement de l'état de droit, cette instabilité politique en Afrique, en l'occurrence, nous mène vers, en fait, aussi un durcissement des politiques migratoires en Europe, si on essaie de faire un peu le lien sur les effets politiques que cela peut avoir, un durcissement de la politique migratoire, et puis un impact aussi sur ce que disait tout de suite mon collègue, s'agissant de l'impact sur les accords, par exemple, de partenariat, entre autres. Et on a tendance à tout vouloir revoir parce que tout simplement, on est arrivé à un moment où, euh, voyant l'État évoluer de façon cyclique, on est en période de crise. Crise qui, encore une fois, se manifeste différemment dans les deux continents. En Afrique, on a aujourd'hui un retour des coups d'État et des régimes autoritaires. En Europe, on a un retour des nationalismes, notamment en France, en Italie, en Hongrie, en Allemagne, des partis nationalistes qui reviennent soit en première, soit en deuxième position. Tout cela veut nous dire quelque chose, c'est-à-dire que on se pose la question de savoir, mais d'où viennent les crises? On a souvent tendance à les lier à l'économie, bien entendu, c'est une possibilité, mais on peut aussi faire face ou revenir à ce que disait il y a quelques décennies Samuel Huntington s'agissant des chocs des civilisations. Retour de nationalisme, la culture mise en avant par certains, le nationalisme et la souveraineté qui exclut aussi de fait tout ce qui est politique européenne, tout ce qui valorise aussi l'Union européenne face à l'Afrique en tant que deux entités, parce que tout simplement, les partis nationalistes sont eurosceptiques, et cet eurosceptisme mène aussi certains Africains, si ce n'est fait en amont d'ailleurs, à penser aussi l'Afrique, mais à vouloir la penser autrement, dans une sorte d'unité, mais une unité qui force aussi à réfléchir dans la mesure où on fait face à des crises démocratiques. On a vu l'épisode du Sénégal, on a vu ce qui se passe aujourd'hui au Kenya, on voit actuellement ce qui se passe en Afrique de l'Ouest de façon générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le retour des coups d'État. Et toutes ces crises différentes, apparaissant aussi différemment, questionnent aujourd'hui la coopération, notamment sécuritaire, entre l'Europe et l'Afrique, au-delà aussi, les relations économiques, on a eu à le citer, à le nommer tout à l'heure. Et puis, l'influence des relations de UE-Afrique sur la démocratie aussi, aujourd'hui à questionner, s'agissant notamment de la promotion de la démocratie ou encore de tout ce qui touche les gouvernements de l'Afrique et des régimes autoritaires, encore une fois aujourd'hui, qui sont sceptiques à toute ouverture, de plus en plus sceptiques à toute ouverture à des relations, à des partenariats sécuritaires, économiques, voire politiques avec l'Union européenne, et qui se tournent ou qui auront tendance à se tourner vers d'autres puissances, telle la Russie, qui a un peu plus d'influence que la Chine, que je vais citer tout de suite,
sur la politique, mais qui en a moins par rapport à l'Occident, qui se mêle moins, on va dire, des aspects politiques et de tout ce qui touche à la politique africaine, qui en fait aura tendance à mettre l'accent sur tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est armement. En l'occurrence, la Chine que je citais tout à l'heure, en revanche, est vraiment tournée que vers la stratégie économique et vers un partenariat économique. Et actuellement, ce qui se passe avec le sommet sino-africain le montre bien. 50 milliards de dollars de financement promis pendant les 3 années à venir, ça veut bien vouloir dire quelque chose. On fait face aujourd'hui à vraiment un repositionnement de pôle et puis de puissance autour de l'Afrique. La question qu'on aura à se poser, c'est est-ce que l'Europe va encore être ce premier partenaire privilégié ou bien est-ce que on va passer vers vraiment un chamboulement qui nous mènera vers la Chine ou encore la Russie? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, dans tout ce contexte qu'on vient de développer, quels sont les points de vue respectifs au moment clé pour les mois à venir? C'est vrai que prochaines dates vont être très importantes et notamment dans l'Union européenne, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, va présenter bientôt son futur collège. Et donc, Madame Matelli, quelles seront les prochaines étapes dans ce contexte européen plus spécifiquement? Merci Lara. Moi, je voulais justement revenir, je change un peu mon propos et ce que j'avais prévu de vous dire parce que je voulais revenir et répondre à mes trois collègues autour de la table sur des points qu'ils ont soulevés et que je trouve particulièrement intéressants et qui, in fine, répondent à la question qui a été posée. Sur la question du rejet des démocraties évoquées, le rejet des partis politiques évoqués par Gilles et qui ne conduit pas en Europe, de son point de vue, au rejet des démocraties, alors que c'est le cas en Afrique. Je crois que là, on a beaucoup plus de proximité qu'on ne peut l'imaginer et justement, Astou vient de l'évoquer. On voit bien hein, que même en Europe, il y a cette contestation de la démocratie aujourd'hui et certains doutes quant à la capacité de nos démocraties à relever les défis qui nous sont posés dans le monde complexe tel qu'il est. D'ailleurs, et ça a été évoqué, ça a été évoqué par Gilles. Moi, je me souviens la crainte de la guerre, la crainte justement de l'insécurité qui pourrait pousser à revendiquer des modèles plus autoritaires. Je me souviens d'un sondage qui avait été mené quelques semaines après les attentats que nous avions connus à Paris, en France. Je crois que c'était en 2015 ou 2016. Le sondage, ça devait être printemps 2016 et où, face à la crainte qu'avaient fait naître ces attentats, eh bien, un certain nombre, ce sondage mettait en évidence qu'il y a un certain nombre de Français qui seraient prêts ponctuellement à un régime plus autoritaire si ça devenait nécessaire pour assurer leur sécurité. Et cette question, hein, question sécurité, insécurité, démocratie et démocratie illibérale, voire plus, c'est une question qui quand même anime nos débats depuis plus de 20 ans. On a vécu ça après les attentats de septembre 2001, et on a systématiquement vu monter des mesures liberticides pour garantir la sécurité des individus. Ça a quelques années fait débat. Aujourd'hui, je crois que ça fait plus ou ça fait moins, ça fait beaucoup moins de débat que par le passé. Et c'est important de ne pas l'oublier parce que je crois que cette crise de la démocratie, elle touche l'ensemble de la planète de manière assez similaire autour de tous les éléments qui ont été décrits, y compris par vous trois d'ailleurs, sur la peur de l'avenir, la peur de... Et justement, ça me permet de rebondir sur le troisième élément qui a été évoqué qui a été évoqué à la fois d'une certaine manière par Guillaume et en même temps par Astou sur la question la question économique et le fait que sur quels aspects on construit nos démocraties et sur quels aspects on construit nos relations entre démocraties. Si on reprend en fait les conclusions qui avaient été publiées au moment du sommet du dernier sommet UE-Afrique, il avait été souligné que, et c'est important de le rappeler,
rappeler en fait que l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest en particulier sont des partenaires depuis de très très longue date et que l'Union européenne est le premier investisseur en Afrique. Les chiffres sont intéressants parce que l'Union européenne investit, si on fait la somme de tous les investissements de tous les pays de l'Union européenne, plus de 200 milliards en Afrique, là où les États-Unis sont à 42 milliards et les Chinois seraient à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et finalement, la réflexion que l'on peut se faire et qui peut être constructive, c'est que on est aujourd'hui dans un constat de divergence entre les sociétés civiles et les partis politiques. Et quelque part, c'est pas forcément un rejet de la démocratie, on est d'accord, mais c'est des doutes qui sont émis, un manque de confiance qui est porté par les élites. Et les événements et les crises après crise nous montrent combien ces élites ont du mal à porter et à comprendre les préoccupations des citoyens et en même temps des sociétés civiles qui montent. Et la réflexion que je me faisais, et qui est peut-être intéressante à creuser et qui rebondit sur tout ce que vous avez dit, c'est au fond, pourquoi n'arrive-t-on pas à sortir de constats très pessimistes et très négatifs sur le fait que tout va mal, et que ce tout va mal conduit à des relations et à fonder nos relations sur des sujets qui sont des sujets de déconstruction et de repli sur soi en réalité, plutôt que de faire la liste de ce qui va bien, ce qui pourrait aller bien, ce qu'a commencé à faire Guillaume d'ailleurs tout à l'heure, et essayer de construire une relation sur ce qui pourrait aller encore mieux si on amplifiait cette relation. Et ça, c'est un élément, et je pense que là-dessus, il y a un partenariat et une relation à creuser qui peut renforcer nos démocraties sur les deux continents en réalité. Et ça rejoint quelque part les défis qui sont posés aujourd'hui à l'Union européenne. Je vous disais tout à l'heure, et j'ai conclu mon propos, que finalement le nouveau Parlement qui a pris corps après les élections européennes en juin peut se permettre une politique relativement progressiste. Il y a pas de, il y a possibilité de trouver des majorités dossier par dossier et que sur les sujets qui apparaissent prioritaires pour les Européens, à savoir défense et sécurité, compétitivité de l'économie européenne, sur les questions migratoires, le lien à l'Afrique, aux pays africains et la teneur de la confiance et de la relation qui peut se nouer des deux côtés de la Méditerranée sont véritablement fondamentaux de la façon dont on va pouvoir traiter et réussir à répondre aux préoccupations, en tout cas de ce côté-ci, aux préoccupations européennes. Merci beaucoup, Madame Matelli. Je me retourne maintenant vers Monsieur Yabi. Donc, quelle perspective du côté africain? Y a-t-il des élections prochainement? Oui, alors je vais répondre rapidement sur les perspectives, mais revenir aussi sur deux ou trois points qui me semblaient très importants dans la suite des différentes interventions, peut-être pour clarifier aussi quelques éléments que j'ai présentés tout à l'heure. Sur les perspectives, je crois qu'il y a une élection présidentielle, des élections générales au Ghana à la fin de l'année, en décembre, qui seront importantes à suivre, parce que le Ghana aussi fait partie de ces, disons, deux, trois pays en Afrique de l'Ouest qui sont les plus stables en démocratie depuis de nombreuses années, depuis même quelques décennies. Et il y a une tradition de l'alternance politique qui s'est instaurée au Ghana. Le Ghana est aussi une des économies les plus importantes de l'espace ouest africain. Donc, ce qui va se passer va être important pour consolider, disons, la démocratie ghanéenne ou pour confirmer une tendance qui est à nouveau assez générale, plutôt à l'affaiblissement des pratiques démocratiques, même dans les pays où ces pratiques sont les plus avancées, dans le contexte en tout cas africain. Donc, à surveiller et noter qu'effectivement, on a par exemple déjà des critiques assez inhabituelles sur l'intégrité de la commission électorale au Ghana, ce qu'on a peu observé par le passé. Et ce type d'institutions joue un rôle clé dans la crédibilisation non seulement des élections, mais aussi de manière générale de la démocratie, les institutions indépendantes. Et je pense que d'ailleurs, un des aspects
des réformes qu'on pourrait faire pour donner de la substance à la démocratie devraient passer par le renforcement des institutions indépendantes de consolidation de la démocratie qui permettent d'avoir de l'état de droit et d'avoir du contrôle de l'équilibre des pouvoirs et qui permettent justement de montrer aux citoyens que la démocratie va avec l'état de droit et que tout cela ne se limite pas à l'exercice électoral. L'autre, je pense, élection à surveiller en 2025 en particulier, ça va être la Côte d'Ivoire. Là aussi, une économie importante en Afrique de l'Ouest, la plus importante dans la partie francophone, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest. Et là aussi, avec évidemment la possibilité soit d'une confirmation d'une tendance à rester au pouvoir ad vitam aeternam, puisqu'on a un président quand même qui est en réalité dans un troisième mandat déjà. Et évidemment, l'autre option, c'est cette fois-ci un changement de génération et au-delà du changement de génération, un changement de pratique politique en Côte d'Ivoire qui pourrait être bienvenu dans un contexte régional ouest-africain extrêmement troublé, extrêmement fragile. Et évidemment, en allant en 2026, il y aura le Bénin et un peu plus tard le Nigeria. Donc, on a quand même le sentiment au cours des dernières années, à l'exception du Cap-Vert, très généralement plutôt d'un affaiblissement des piliers démocratiques dans la région et donc à surveiller au cours des prochains mois et des prochaines années. Je voulais revenir peut-être sur deux ou trois points. Le premier, c'est sur l'insécurité et la démocratie. Il y a un article très intéressant d'un professeur burkinabé sur justement la pression d'une certaine manière qui est exercée sur le maintien de la démocratie lorsqu'on est dans des contextes de grande insécurité. Et c'est vrai que dans les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso en particulier, l'élément groupe armé, terrorisme, insécurité a été déterminant dans une forme de disqualification des pouvoirs civils élus qui étaient en place et qui semblaient incapables de répondre aux défis sécuritaires. Et évidemment, ça a permis aux militaires de se poser en sauveur, pas de la démocratie, mais en sauveur de l'État, en sauveur de la souveraineté, en sauveur de la sécurité des populations. Et je dois dire qu'à l'époque du coup d'État au Burkina Faso, je me disais effectivement, si tout citoyen, si en France ou en Allemagne, on est en guerre et qu'effectivement on a le sentiment qu'on est au bord, disons, d'une évasion où on risque concrètement sa vie, je ne suis pas sûr que les citoyens à ce moment-là, européens, vont défendre d'abord la démocratie par rapport à leur survie. Donc, effectivement, dans des contextes de grave insécurité, je pense qu'il y a une pression quasiment naturelle sur la démocratie, sur l'état de droit et une capacité des populations à se remettre d'une certaine manière à n'importe quel acteur politique qui pourrait leur donner le sentiment de pouvoir justement répondre aux défis sécuritaires. Et je crois que c'est un point évidemment qui va être intéressant à surveiller parce que malheureusement, ça veut dire que dans les pays du Sahel, les perspectives, de mon point de vue, de retour à une forme de démocratie et d'état de droit sont très incertaines. Euh, L'autre élément sur les élections, j'aime bien ce livre d'un auteur belge, Van Reybrouck, pour la démocratie contre les élections. Évidemment, on n'a pas le temps d'en discuter, mais je crois qu'il y a des éléments aujourd'hui sur l'observation des pratiques électorales réelles, les possibilités de manipulation qu'on ne peut absolument pas balayer du revers de la main et qui doivent nous pousser à vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on donne de la crédibilité aux élections par rapport à toutes les manipulations qui sont possibles, mais aussi comment est-ce qu'on construit tous les autres piliers de la démocratie et qui permettent justement de donner du sens aux élections. Et je crois que si on ne travaille pas sur ces piliers, on va avoir de plus en plus des processus électoraux effectivement perçus comme étant vides de sens, et en particulier en Afrique où les gens ne croient pas et ont de bonnes raisons de ne pas croire parfois aux résultats des élections et pensent qu'ils sont manipulés de toutes parts. Merci beaucoup, Monsieur Yabi. Je me tourne maintenant vers Monsieur Arditi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les perspectives à venir et notamment le prochain sommet Chine-Afrique Cooperation? Oui, je pense que c'est les conclusions qui vont être tirées à ce sommet-là vont être particulièrement importantes. Donc, je pense que c'est vraiment un point à observer de près. Ça marque le retour, c'est un sommet qui a lieu tous les 4 ans, et ça marque le retour de la Chine sur la scène africaine après quelques années où, même si sa présence était toujours très importante, le niveau des financements qu'elle avait apporté avait diminué, sur fond aussi d'ailleurs de ralentissement de l'économie chinoise. Donc là, ce à quoi on est en train d'assister,
C'est à nouveau une prise de position importante sur le continent. La volonté de développer des nouveaux partenariats économiques qui vont au-delà de ce qui avait fait la spécificité chinoise dans le début des années 2000 et puis 2010, qui était principalement les matières premières et puis les infrastructures. Donc là, par exemple, les Chinois sont en train de signer des accords pour des véhicules électriques, par exemple, avec l'Éthiopie, où ils vont fabriquer des véhicules directement sur le territoire éthiopien, à un moment où les contraintes douanières aux États-Unis et en Europe sont de plus en plus importantes, puisqu'il y a des taxes qui ont été mises en place. Je crois que c'est 100% aux États-Unis et la moitié en Europe pour ralentir l'importation des véhicules chinois. Le deuxième point à prendre en compte, c'est aussi des annonces de financement. Ils ont lancé une cinquantaine de milliards de dollars sur quelques années. À un moment, il y a un certain nombre de pays, on pense à la Zambie, on pense au Ghana, on pense à l'Éthiopie, on pense au Kenya également récemment, qui ont subi des difficultés financières. Certains ont été en défaut, hein, Zambie, Ghana, ce sont des pays qui ont fait défaut il y a un an, qui sont en train de récupérer leur position et leur équilibre financier. Donc là aussi, ils sont en train d'apporter un soutien à un moment où le point dur a été passé. Donc en termes d'image, ça va être intéressant pour eux. Donc c'est un aspect qui est à prendre en compte, je pense, pour les Européens. D'autant que ça n'est pas que l'intérêt n'est pas que chinois. Il y a le développement des relations avec la Turquie qui s'accélère, l'Inde qui fait moins de bruit mais qui est toujours très présente, et puis les États-Unis qui ont vu leur présence en Afrique toujours pensée euh, par rapport à la présence chinoise. Donc actuellement, ils sont en train de signer un accord avec le Ghana pour mettre en place une première petite centrale nucléaire. Donc voilà, il y a un intérêt sur la scène internationale qui est renouvelé. Et la question qui va se poser, c'est que va faire l'Union européenne face à cette dynamique et si elle va passer peut-être un petit peu plus à la vitesse supérieure ou pour rester un petit peu attentiste euh, dans les prochains mois, j'allais dire les années, mais c'est les prochains mois qui comptent. Et un des points clés sur l'avenir de la relation, ce sera la réflexion qu'il y aura à mener par rapport à la capacité à amener des financements privés sur le continent à un moment où ce qu'on qualifie de gap de financement ne fait que se creuser depuis 20 ans. Donc, ça, c'est peut-être un point qu'on pourra développer un peu plus tard, mais simplement pour vous donner un chiffre qui est quand même très parlant. Il y a quelques années, on annonçait que le gap de financement pour les infrastructures uniquement en Afrique était de 50 milliards de dollars par an. Actuellement, ce chiffre-là est estimé à 100 milliards par an pour les infrastructures uniquement. Donc, ça ne prend pas en compte les autres secteurs économiques. Merci beaucoup, Monsieur Arditi. Madame Astoun Diaye, justement, dans ce contexte démocratique en constante évolution, quels sont les moments clés côté africain? Les moments clés, c'est les prochaines échéances, on va dire. Gilles est revenu là-dessus. Les prochaines échéances, normales, notamment électorales avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, ça c'est en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, tous trois mots, en fait, peuvent en fait être au centre de ces discussions-là. On va dire questionnement, s'interroger sur ce qui est à venir, déconstruire l'existant, mais aussi reconstruire. Donc, questionnement, déconstruction, reconstruction. On sait qu'il y a des crises de part et d'autre, des crises différentes qui apparaissent différemment avec des populismes, avec une sorte de crise de la démocratie aussi qui est présente dans les deux zones, crise de la représentation aussi, c'est-à-dire cette relation de confiance entre les politiques, l'élite politique et les populations est rompue, mais rompue un peu partout.
Et donc, en termes de perspective, s'agissant de l'Union européenne et de l'Afrique, en termes de partenariat, aussi bien politique qu'économique, euh, ce qu'on peut mettre en avant, c'est vraiment en termes de questionnement, voir aujourd'hui quelles sont les voies, les issues qui vont permettre en fait de trouver un équilibre dans ce partenariat-là, ou dans ces différents échanges qu'on pourrait avoir dans différents domaines notamment. En termes, outre le questionnement, la déconstruction, c'est-à-dire aujourd'hui l'existant, tout ce qui est accord de partenariat économique, les APE sont très remis en cause, notamment en Afrique et par certains aussi en Europe. Et donc, voir aujourd'hui ce qu'il y a possibilité, ce qu'il y a comme possibilité à faire avec ces accords de partenariat économique, comment aujourd'hui les rediscuter, les renégocier dans un futur proche, en prenant en compte aussi tout ce qui est régime autoritaire, tout ce qui est crise de la démocratie, encore une fois, de part et d'autre. Et puis en termes de reconstruction, je pense que aujourd'hui l'Union européenne, l'Europe de façon générale et l'Afrique devraient pouvoir trouver des moyens de pouvoir poser des principes démocratiques et des principes universels, tout en respectant aussi des aspects, tout ce qui est aspect culturel, aspect civilisationnel qu'on peut retrouver de façon particulière dans certains pays en termes de différences culturelles, comme je viens de le dire, mais aussi essayer davantage de discuter sur autre l'aspect seulement économique, voire en termes de démocratie, comment est-ce qu'on peut reposer l'état de droit de façon générale dans le monde, comment est-ce qu'on peut aussi négocier pour ce qui est partenariat économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au-delà aussi partenariat sécuritaire, parce que aussi, outre l'aspect euh, ingérence dont aujourd'hui d'aucuns dénoncent, l'Europe, pardon, a besoin de l'Afrique aussi bien que l'Afrique de l'Europe. Et donc, à partir de ce besoin commun que nous avons des deux côtés, je pense qu'on peut quand même réfléchir sur tout ce qui est aujourd'hui réforme, refondation de certains principes à rediscuter pour permettre à nouveau de pouvoir discuter partenariat et surtout d'approfondir l'existant qui est déjà là, qui est intéressant en termes de partenariat économique, mais aussi en termes de partenariat sécuritaire qui va, on va dire, de plus en plus mal et qu'on pourrait rediscuter et redéfinir sous d'autres formes en respectant de part et d'autre les avis des uns et des autres. Je pense en tout cas que in fine, reposer le partenariat de façon équilibrée sous des aspects différents, en mettant bien entendu en avant la souveraineté, mais aussi bien cette nécessité partager des choses, cette nécessité d'être en collaboration serait bénéfique aussi bien pour l'Europe que pour l'Union africaine et les pays africains de façon générale, encore une fois. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous quatre pour vos analyses. On va passer au moment questions-réponses. J'invite nos spectateurs à utiliser l'outil en bas de votre écran et c'est moi qui relayerai vos questions aux invités. Peut-être une première question. Donc, notre thématique à nous, c'était l'émancipation démocratique par rapport au point de vue africain et au point de vue européen. Et j'aurais une première question sur les libertés fondamentales, parce que c'est vrai que ça fait partie d'un aspect très important de la démocratie, au-delà d'un système d'élection régulier et du respect de l'état de droit, mais par rapport aux libertés fondamentales qui sont parfois remises en question par certains partis politiques, tant en Europe qu'en Afrique, notamment la liberté de la presse, mais aussi la liberté de religion ou l'émancipation de la femme. Comment est-ce que vous voyez la protection des libertés fondamentales de votre point de vue, tant européen qu'africain? Je ne sais pas qui a envie de réagir en premier. Pas tous en même temps. Peut-être Monsieur Yabi?
Oui, bon, ok, quelques mots là-dessus. Évidemment, je pense que c'est un vaste sujet. Peut-être simplement ce que je disais tout à l'heure en introduction, en donnant l'exemple de la Guinée aujourd'hui. Je crois que c'est un exemple typique de situation où les libertés justement fondamentales peuvent être remises en cause et où tout le monde, en fait, est tout à fait vulnérable à l'arbitraire. On a deux acteurs d'un mouvement citoyen très important en Guinée qui ont été enlevés depuis bientôt 2 mois par des militaires. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune nouvelle, aucune communication euh, voilà, sur leur sort. Et je crois que cela traduit à nouveau le durcissement qu'on peut avoir dans beaucoup de pays de la région. Mais je crois qu'il faut aussi signaler que ce n'est pas seulement sous les régimes militaires qu'on a ces dérives en termes de restriction des libertés. On observe aussi dans des pays justement censés démocratiques avec des constitutions qui consacrent l'état de droit et les libertés fondamentales, des pratiques de plus en plus inquiétantes du point de vue de ces libertés. Et même au Sénégal, avant le changement politique, on a eu au cours des dernières années aussi beaucoup de restrictions de la liberté de manifestation. Et il n'est pas encore clair, malgré le changement politique important, qu'on n'aurait pas le risque que ces pratiques politiques aussi se poursuivent. Donc, je crois qu'effectivement, la question des libertés fondamentale est essentielle. Et ce que je disais tout à l'heure, cela me semble justifier une véritable discussion, une pédagogie sur l'essence de la démocratie et sur l'état de droit, la distinction entre les deux, mais aussi les liens entre les deux, sachant qu'il est très difficile d'avoir un état de droit et une protection des libertés fondamentales si on n'a pas par ailleurs un régime démocratique et donc qui consacre un lien entre les gouvernants et les gouvernés. Merci beaucoup. Je peux rebondir aussi si tu veux, Lara. Sur les libertés fondamentales, bah, les Européens et l'Union européenne est très attachée, bien évidemment, à ce principe des libertés fondamentales qui est inscrit et répété dans tous les textes. Et je crois qu'une expérience que je souhaitais partager qui est probable, qui est assez intéressante à rappeler, euh, malgré cet attachement à l'état de droit, eh bien, on a vu effectivement qu'un certain nombre de partis en Europe pouvaient, lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, remettre en cause cet état de droit, remettre en cause un certain nombre de libertés. On l'a vu il y a quelques années en Pologne avec les questions autour des droits des femmes, des droits à l'accès à la santé également. Et puis on le voit au quotidien en Hongrie. Ce qui est intéressant à noter, c'est que bah, les Européens ont été assez fermes hein, sur ces dernières années, lors de la précédente mandature, puisqu'il y a une conditionnalité qui a été mise en place, une conditionnalité sur les aides qui pouvaient être dispensées par l'Union européenne aux pays dans le cadre en particulier de la pandémie de Covid, et que ces aides étaient conditionnées au fait de respecter un certain nombre de règles, et en particulier les libertés fondamentales. Donc ça, c'est une expérience, enfin, c'est un élément qui semble avoir plutôt bien fonctionné, qui aurait probablement plus fonctionné, mais c'est un sujet qui est fondamental parce que les élargissements ont systématiquement fragilisé ces éléments-là, parce qu'on est de plus en plus nombreux, avec des cultures de la démocratie de plus en plus différentes, et une perception de ce qu'est l'état de droit et de ce que sont les libertés fondamentales qui peuvent diverger. Et c'est quelque chose qui est pas toujours évident en fait à, à harmoniser, à diffuser, à préserver en Europe. Et pour autant, on s'aperçoit que l'intégration européenne progressivement prend un certain nombre adopte un certain nombre d'instruments qui peuvent permettre de faire évoluer dans le bon sens et d'accroître et de préserver ces libertés individuelles et cet état de droit. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Une enquête chez les jeunes Africains de 18-35 ans de plusieurs pays montre que 60% d'entre eux souhaitent émigrer à cause de la corruption dans leur pays. Comment y remédier? Je pense que c'est aussi une proportion à vérifier avec les chiffres, mais que dans certains pays européens sont aussi importantes. Je ne sais pas, Monsieur Arditi, est-ce que la lutte contre les- la corruption vient la migration?
Je dois apporter un commentaire sur ce point-là. Alors, sans apporter de solution, parce que je pense que la solution, elle viendra. En fait, on est peut-être en train d'y assister d'une certaine façon. Quand on voit ce qui a été déclenché comme crise au Nigeria et au Kenya récemment, et qui ont débouché sur des émeutes. En fait, c'est des crises qui ont été déclenchées par la volonté d'augmenter la fiscalité ou de supprimer des subventions. Et si au départ, on a pu avoir le sentiment que c'était la partie économique qui avait causé des frictions et un sentiment de révolte, en fait, très rapidement, on a vu que les populations très jeunes qui se sont mobilisées qui sont érigés finalement, on a le sentiment pas tant contre le fait d'avoir une fiscalité, mais le fait d'avoir une fiscalité alors que la corruption est endémique et de plus en plus visible dans ces pays-là. Donc on a plus l'impression que c'est un réveil d'ailleurs qui dépasse des clivages qui pourraient être sociaux, ethniques, autour desquels se rassemble la jeunesse. Et si le point déclencheur, c'était une hausse fiscale qui, par ailleurs, pourrait avoir du sens, ou alors une suppression d'une subvention qui, elle aussi, pourrait avoir du sens, en fait, on a le sentiment que ça a joué un rôle de catalyseur pour que la jeunesse exprime son mécontentement par rapport à un manque de gouvernance qui est devenu trop criant et qu'elle n'accepte plus. Donc, moi, j'ai le sentiment, et je parle sous contrôle de mes copanélistes, que c'est peut-être un mouvement de fond qui est en train de s'amorcer et qui pourrait être un début de solution sur les problématiques de corruption et de gouvernance. Merci, Monsieur Arditi. Je ne sais pas si un autre panéliste veut réagir à cette question-là, sinon j'en ai beaucoup d'autres. J'aimerais bien répondre un peu à cette question. Je pense qu'au-delà de la problématique de la corruption, la question migratoire est liée aussi tout simplement à une absence de politique de jeunesse qu'on peut voir un peu partout en Afrique. Dans nos pays, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore cette crise de confiance entre la jeunesse et l'élite politique, la confiance qui est totalement rompue et qui fait que euh, les jeunes se retrouvent forcément sans espoir, sans espoir de ce que leur lendemain va devenir. Et cette politique de jeunesse cette absence de politique de jeunesse, bien entendu, touche l'éducation, touche le chômage, touche aussi tous les aspects qui font qu'aujourd'hui, aspects économiques qui font qu'aujourd'hui, en fait, ils ne voient que d'autres issues, pas seulement l'Europe, il y a aussi le cas de l'Afrique du Nord, mais qui est aussi un passage. Et puis, ou encore de l'Amérique latine, qui est une voie qui va mener vers l'Amérique, les États-Unis. Mais dans tous les cas, euh, la politique de la jeunesse, une politique de la jeunesse devrait pouvoir essayer de trouver des solutions, des voies de recours pour les jeunes et surtout aujourd'hui pour les femmes, parce qu'il y a aussi une féminisation de la migration et de la migration clandestine de plus en plus. Et au-delà de la féminisation, il y a aussi une migration familiale qui se crée, c'est-à-dire des familles entières qui prennent des pirogues, qui migrent et qui prennent tous les risques, même avec des enfants. Et donc, à partir de ce moment, on parlait tout à l'heure de partenariats, même des partenariats Europe-Afrique dans ce sens-là, en termes de migration et puis des politiques vraiment plausibles, des politiques crédibles devraient être discutées et pourraient sans doute être la voie de solution. Merci beaucoup. Nous avons reçu une autre question. L'accord Samoa qui a été signé en novembre 2023 a remplacé l'accord de Cotonou. Il s'agit d'un cadre conceptuel des relations entre l'UE et les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. L'accord prévoit notamment la mise en place d'une assemblée parlementaire Afrique-UE. Donc, quelles sont vos attentes à cet égard? L'accord de Samoa peut-il favoriser un dialogue fructueux sur les questions de démocratie, d'état de droit et humain entre les deux continents?
Monsieur Yabi, peut-être? Oui, oui, je veux bien commenter sur cela. Alors, d'abord, oui, je pense que théoriquement, bien sûr, ça peut favoriser un tel dialogue, mais je crois qu'il y a un élément dans la relation Europe-Afrique et de manière générale dans les relations entre l'Afrique et les autres parties du monde, un élément qu'on ne met pas souvent en avant, qui est, au fond, le fait que ben, dans les pays africains, on a des défis structurels extrêmement importants, des capacités des États en termes de ressources humaines et en termes donc de temps de travail sur des priorités des différents pays, ben, on a des capacités qui sont relativement limitées par rapport à celles dont disposerait par exemple l'Union européenne pour préparer un certain nombre de rencontres. Et je crois que la question de l'utilisation optimale de notre temps est centrale. Et de ce point de vue-là, je crois que la multiplication de cadres, de discussions, etc., il faut aussi voir le coût que cela constitue en fait pour des pays africains qui doivent par ailleurs se concentrer sur leurs priorités d'infrastructure, de formation, d'éducation, de renforcement de l'État, de l'établissement de la sécurité, etc. Donc, je crois qu'il y a un véritable conflit à ce niveau-là, à nouveau sur l'usage de notre temps, et je crois que c'est une dimension du point de vue à nouveau économique qui est essentielle. Comment est-ce qu'on choisit d'affecter, disons, son temps à différentes priorités? Et le deuxième élément par rapport à ça, c'est ça ramène à l'importance du propos de Guillaume Arditi sur les aspects économiques. Je crois que la discussion aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique, elle doit reconnaître la nécessité de parler des intérêts des espaces de convergence des intérêts et des espaces de divergence de ces intérêts. Je crois qu'on ne peut plus, disons, du côté européen, espérer une forme de relation privilégiée qui soit basée sur le fait qu'il y a des liens historiques, culturels et des liens géographiques forts. Le côté géographique est le plus concret et je pense que c'est le plus important. Effectivement, les deux continents sont très proches et donc tout ce qui se passe d'un côté et notamment qui va se passer en Afrique, compte tenu de sa démographie et de ses perspectives, va avoir un impact très important sur l'Europe et beaucoup moins sur la Chine, sur les États-Unis, voire même sur la Russie. C'est juste une question de géographie. C'est beaucoup des territoires qui sont beaucoup plus éloignés. Et cela justifie effectivement l'intérêt, je pense, aussi pour les pays africains de bien prendre la mesure du fait que les risques peuvent être aussi un élément d'intérêt, c'est-à-dire le fait que les Européens perçoivent malheureusement beaucoup plus les risques que les opportunités liées à leur proximité géographique avec l'Afrique. Ça induit en tout cas du côté africain peut-être le fait de réaliser que si on avait une catastrophe économique dans les pays africains, ça impactera moins la Chine et la Russie et l'Inde que l'Europe. Et donc, il y a un intérêt, d'une certaine manière, objectif pour l'Europe aussi de se préoccuper, en tout cas, de sécurité et d'une amélioration des conditions économiques en Afrique. Mais ce dialogue sur les intérêts me semble être central et les intérêts, c'est justement la transformation des ressources naturelles. Il faut qu'on en parle davantage et il ne faut pas, de mon point de vue, dissocier les discussions sur l'état de droit et la démocratie des discussions sur l'économie, parce qu'il y a une perception en Afrique, justement, que parfois on met en avant le discours et les dialogues sur la démocratie et l'état de droit pour ne pas parler d'économie, pour ne pas parler de ce qui va être fondamental pour créer des emplois pour la jeunesse africaine, évidemment, compte tenu à nouveau de la démographie africaine. C'est un élément absolument déterminant pour l'avenir et la sécurité du continent. Ce sont les opportunités économiques et c'est d'ailleurs pour ça qu'un des webinaires conjoints avec Delors l'année dernière portait sur les tendances démographiques Europe et Afrique, parce que je pense que c'est un élément déterminant. Merci. Si, Lara, je peux compléter ce que vient de dire, abonder dans ce que je rajouterais même, et là c'est l'économiste qui parle, Gilles, c'est d'autant plus étonnant. Je rajouterais l'éducation, et exactement avec les mots que tu as pu employer sur les questions économiques, c'est que je crois que il y a des défis d'éducation qui sont posés à nos démocraties et à nos pays en général, non seulement pour la démocratie, pour l'état de droit, l'éducation pour donner à chacun la chance en fait de pouvoir réussir et de pouvoir améliorer et de pouvoir grimper dans l'échelle sociale, bien évidemment, mais aussi l'éducation et la qualification qui permet de relancer une économie, de développer une économie. Et là, on voit bien que bah, il y a des échos dans
les difficultés et dans les lacunes et les handicaps qu'ont nos systèmes éducatifs en Europe comme en Afrique, et en même temps dans les défis de ces économies qui sont aujourd'hui à la peine en fait, hein, en Europe avec le décrochage et les questions de compétitivité, en Afrique avec les défis du développement et d'un développement durable. Donc je crois qu'on pourrait véritablement reprendre exactement ce que tu as dit en rajoutant en plus la question de l'éducation. Merci beaucoup, Madame Matteli. Il y a une autre question Lara, qui est... j'aurais bien aimé aussi compléter rapidement si c'est possible. Allez-y, Monsieur Arditi. Donc, enfin, je voulais dire que d'abord, je souscris à 200% à l'analyse de Gilles. Je pense qu'en particulier, l'intégration des chaînes de valeur et la création d'emplois est absolument fondamentale. Et pour arriver à faire ce type de développement industriel ou dans les services, et ça rejoint aussi la problématique d'éducation, la problématique du financement va devenir, enfin, ne va pas devenir, est devenue essentielle. Alors, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que après la crise de 2008, et je me permets de ramener un peu de contexte là-dessus, il y a un outil de financement qui a quasiment disparu après la crise de 2008, la crise financière, ce sont les financements internationaux. Donc, tout ce qui est développement des chaînes de valeur, création d'emplois va demander et demande des investissements. Ces investissements seront financés en partie par le développement du secteur financier local, mais comme partout, les financements internationaux, et la France en est un très bon exemple, puisqu'on est quand même très largement endetté aussi à l'étranger et qu'on est une destination d'investissement direct. Donc, les financements internationaux sont extrêmement importants dans le contexte d'une économie complète. Or, aujourd'hui, les financements internationaux sont principalement du fait des banques de développement, donc c'est très bien, c'est un outil fondamental. Mais en revanche, il y a un immense trou dans la palette des financements qui sont disponibles pour des économies qui sont relativement sophistiquées. C'est des financements privés internationaux. Donc là, aujourd'hui, moi, il me semble qu'il est extrêmement important qu'il y ait une réflexion qui soit de plus en plus poussée sur ces aspects-là et que des nouvelles solutions soient mises en place pour attirer du financement privé international dans le circuit. Merci beaucoup, Monsieur Arditi. Il y avait une autre question pour en venir à notre thème de la journée sur l'avenir démocratique. On a parlé donc des partis politiques, des élections, des États, mais il y a un acteur important qui a été un peu moins mentionné, c'est la société civile. Et donc j'aurais voulu vous entendre sur l'émergence de ce nouvel acteur de société civile tant en Europe qu'en Afrique. Peut-être Madame Astou Diamé? Oui, euh, la société civile, ou les sociétés civiles, devrais-je dire, parce que s'agissant de l'Afrique, on voit aujourd'hui des sociétés civiles différentes qui se positionnent aussi différemment. On l'a vu notamment avec les dernières élections au Sénégal, où pendant les 10 dernières années, on s'est souvent demandé où se trouvait la société civile. Est-ce que la société civile n'était pas en perdition, entre autres? Et d'ailleurs, le chef de l'État de l'époque avait dit justement vouloir réduire tout ce qui était société civile et parti d'opposition à néant. Et les Sénégalais se sont demandé mais où se trouvait cette société civile qui semblait être politisé, entre guillemets. Et il a suffi d'une crise, et d'une crise qui a duré quelques mois au Sénégal, pour qu'on voit le retour de cette société civile-là sous différentes formes, comme je l'ai dit tout à l'heure. En 2000, on avait eu des jeunes, une société civile, notamment très jeune, avec le Y en a marre, comme on a eu aussi un peu plus tard les citoyens, entre autres, dans d'autres pays africains. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que, en fait, au-delà de cette jeunesse-là, il y a eu une société civile qui était là en léthargie, qui s'est montrée sous un manteau nouveau et qui est revenue au devant de la scène, porter des problématiques, notamment de liberté fondamentale dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est droit et liberté publique au devant de la scène.
et qui a mené aussi au changement de régime, qui a beaucoup participé à ce changement de régime-là. Et ce qu'on voit au Sénégal, on peut se dire qu'on peut le voir nettement moins ailleurs, où les libertés, entre autres, sont aujourd'hui euh, en décadence. C'est le cas de l'Érythrée, c'est le cas de la Somalie. On n'aperçoit pas du tout la société civile. Et donc, chaque pays a ses spécificités. Chaque pays, aujourd'hui, concernant l'Afrique, diffère de la manière dont sa société civile, ou encore ses sociétés civiles, se montrent au devant de la scène, que ce soit la scène politique ou ailleurs. Et c'est la même chose aussi en Europe. En Europe, on voit une société civile qui, à un moment, dans ces 10 dernières années, était presque, on va dire, absente, mais pas inexistante. C'était absente dans le sens où les politiques et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les différents nationalismes, les populismes ont pris le devant à telle enseigne que on n'a pas pu mettre l'accent sur le travail que faisaient essentiellement les sociétés civiles au niveau d'Europe. Mais encore une fois, en Afrique, elles sont bien là, et elles sont bien là diversement, bien entendu, et portent encore certaines, à travers certaines voies, portent encore certains principes, et puis des principes qui sont démocratiques et qui favorisent justement des changements, notamment des changements au niveau des régimes politiques. Même aujourd'hui, dans les régimes autoritaires, avec le retour des coups d'État, on voit quand même une certaine presse, on voit encore une certaine société civile, quoique réprimée, qui essaie de se faire entendre ou qui, à travers les réseaux sociaux, essaie aujourd'hui de porter un certain changement. Difficile néanmoins dans la mesure où elles n'arrivent pas, les sociétés civiles dans ces États autoritaires-là, elles n'arrivent pas à se faire entendre à partir de leur pays. Donc, beaucoup sont aujourd'hui en train de quitter, d'aller migrer un peu dans les pays frontaliers. Mais encore une fois, les voix sont encore en train de se faire entendre, modestement, mais elles sont en train de se faire entendre. Merci beaucoup. Euh, Peut-être une dernière question avant de vous donner à chacun le mot de la fin. Donc, on a un peu parlé de la Chine, qui n'est pas exactement une très grande démocratie, mais un grand pays va bientôt voter au mois de novembre. Et donc, j'aurais voulu avoir vos points de vue un peu en petit teasing avant notre prochain webinaire Wati qui sera sujet sur cette question-là. Les élections aux États-Unis auront lieu donc le 4 novembre, et donc ça sera un moment démocratique important. Mais quel sera l'impact pour justement les démocraties, tant en Afrique qu'en Europe, d'un éventuel retour de Donald Trump au pouvoir? Tu veux que je commence, Lara? Volontiers. Alors, moi, je n'irai pas à l'élection ou le retour de Donald Trump au pouvoir. On n'en sait rien et je ne sais pas plus si c'est Kamala Harris qui va gagner, bien évidemment. Ce que je trouve très, très intéressant sur ces élections et sur la séquence qu'on a vécue cet été, c'est que les deux projets qui nous sont proposés et les deux candidats qu'on a face à nous sont aux, aux antipodes l'un de l'autre, en fait, hein. Outre le fait qu'il y en a un qui est un homme et l'autre une femme, un qui est un Américain blanc et l'autre qui est originaire, qui a du sang de toutes les couleurs, on va dire, qui coule dans ses veines, avec des vécus, des enfances, des milieux sociaux qui sont radicalement différents. Donc ça, c'est très, très intéressant et je serais bien en peine de savoir ce que ça va changer. Ça va questionner très certainement la démocratie et la démocratie américaine si jamais Donald Trump vient à être élu, et il ne s'en est pas caché d'ailleurs, hein, très clairement. Donc là, on rentre dans notre sujet. Mais ce que je voulais juste souligner pour pas être trop long parce que le temps passe très vite, c'est que c'est côté Kamala Harris, ça va être passionnant si jamais elle venait à être élue. Et encore une fois, je prétends pas qu'elle le sera, je n'en ai aucune idée. Ça devrait être passionnant parce que c'est probablement la première fois que
les États-Unis, c'est même la première fois, je sais pas pourquoi je dis probablement, la première fois que les États-Unis seront dirigés par quelqu'un qui est peut-être moins ouest et moins occidental, moins ouest au sens en anglais, moins occidental que l'ont été les précédents présidents des États-Unis, même si on a eu Barack Obama, bien évidemment, mais avec une perception du monde qui est quand même probablement très différente de la perception qu'ont pu avoir les précédents présidents des États-Unis, avec un petit bémol dans le cas de Barack Obama, bien évidemment, même si ça ne s'est pas traduit hein, dans les faits par une politique radicalement différente de la précédente. Donc, à voir, à suivre. Donc, un questionnement sur la démocratie, si c'est Donald Trump, un questionnement sur la politique étrangère et la relation d'une nouvelle administration démocrate dirigée par Kamala Harris, si c'est Kamala Harris qui gagne. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci Sylvie. Je ne sais pas si Monsieur Arditi ou Monsieur Yabi, vous voulez répondre aussi à la question, sinon je vous donnerai aussi la parole pour le mot de la fin. Peut-être, oui, très, très rapidement. Je ne m'attendais pas effectivement à cette question, puisqu'on va en parler largement dans quelques semaines. Mais peut-être faire un lien, là encore, peut-être qu'on ne fait pas souvent, avec l'éducation. Sylvie a mentionné l'éducation tout à l'heure. L'éducation que j'étends à la culture, la connaissance du monde, les valeurs. Et je crois qu'on ne se pose peut-être suffisamment pas la question de savoir à quel point la manière dont la politique se fait aux États-Unis et le choix aussi des électeurs et tout cela est affecté par l'évolution du système éducatif américain et par justement ce qui est mis en avant comme valeur et comment est-ce qu'on fait la politique en étant essentiellement dans de l'invective, dans des insultes, dans des campagnes publicitaires pour attaquer l'adversaire essentiellement et avec très peu de débats de fond. Et je crois que il y a quelque chose aussi qui est certain de mon point de vue, quel que soit le vainqueur de cette élection, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, les États-Unis vont rester très divisés, très polarisés. Je pense que c'est certain. Donc, au fond, ça ne va pas régler la question de l'évolution à long terme de la société états-unienne et ça ne va pas réellement résoudre non plus le problème de l'épuisement de la démocratie et de la confiance des citoyens dans la manière dont ils sont gouvernés. Et voilà, mais je pense qu'à nouveau, on pourra en discuter très longuement lors du prochain webinaire. Oui, merci beaucoup. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 21 novembre pour le prochain webinaire qui sera consacré aux élections américaines. Donc on arrive au terme de ce webinaire Regard croisé Afrique-Europe sur les enjeux démocratiques. Je vais vous laisser à chacun un petit mot de conclusion très rapide parce que nous allons finir à l'heure. Peut-être Monsieur Arditi, si vous voulez commencer. Non, mais très rapidement, pour synthétiser un petit peu les propos que j'ai pu tenir, j'espère que du côté de l'Union européenne, ce qui va prendre le dessus maintenant, c'est au-delà des réflexions sur l'aide au développement, au-delà des réflexions sur les nouveaux logiciels à mettre en place pour renouveler les relations. J'espère que ce qui va prendre tout simplement le dessus, ça va être le bon sens et le sens commun dans le développement des relations. Merci beaucoup. Madame Astoundiaï. Merci beaucoup à vous. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Jacques Delors et Wati de m'avoir associé à ce panel en espérant que le partenariat Europe-Afrique va se développer autrement et que d'autres réflexions aussi vont se tenir autour de notre préoccupation et des préoccupations nouvelles, que ce soit vraiment économiques, politiques ou encore sécuritaires. Ces réflexions-là permettront de construire un nouveau partenariat équilibré et au-delà de l'équilibre, un autre partenariat qui permettra de pouvoir construire des choses pour la génération à venir, c'est-à-dire un partenariat durable.
Merci beaucoup encore de m'avoir associé à ce panel. Merci à vous. Madame Matteli? Oui, moi je vais tenter de remercier tout le monde, nos auditeurs aujourd'hui, et puis tous nos trois intervenants, bien évidemment, et la modératrice qui a modéré tout ça avec brio. Je rejoins tout ce qui a été dit par Guillaume et Astou, et j'imagine Gilles juste après moi. Merci à tous. Merci Sylvie. Monsieur Yabi pour le dernier mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, merci à notre modératrice qui a un côté suisse, donc je vais essayer d'être aussi bref que possible. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci Guillaume Arditi, Astou, Ndiaye pour la participation à ces échanges et à toutes nos participantes et tous nos participants. Un teaser également pour un des prochains rendez-vous Wati avec un de nos partenaires, la Fondation Konrad Adenauer, sur le Bénin, parce que j'ai vu une question sur les réformes électorales au Bénin. On aura un webinaire le 10 octobre, précisément sur les réformes électorales et le contexte politique au Bénin. Une autre réponse en un mot à une question sur l'intelligence artificielle et la possibilité que ce soit une solution pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Je crois que l'intelligence collective des sociétés est sans doute une bien meilleure manière de répondre à des défis qui sont multidimensionnels et on le voit bien aussi dans le conflit en cours à Gaza. L'intelligence artificielle guide des missiles, mais je ne pense pas que ce soit la voie qui va ramener la paix et la sécurité dans cette région. Et là, le dernier mot, simplement pour dire que de mon point de vue, on doit travailler sur la question démocratique à nouveau, sans la délier de la nécessité de travailler sur le renforcement des États et sur le renforcement des économies, et que ces trois chantiers sont tous aussi importants les uns que les autres. Ils ont des liens, mais il faut les penser, je pense, ensemble pour avoir des changements dans les systèmes politiques qui répondent aux aspirations des populations. Et je crois que c'est vrai autant en Europe qu'en Afrique. Merci beaucoup à toutes et à tous et à nouveau, on est impatient de se retrouver pour une prochaine discussion sur les États-Unis. Merci beaucoup, Monsieur Mabi. Merci à vous quatre pour ce beau moment d'échange. Je vous donne rendez-vous le 21 novembre pour notre prochain rendez-vous. En attendant, nous allons préparer le webinaire en replay. On verra quand il sera disponible. Belle fin de journée à tout le monde et à très bientôt.